Eh bien, on va reprendre nos réflexions collectives. Comme j'ai personne pour me présenter, je vais me présenter moi-même. Donc, Rémi Lenné, j'ai l'honneur et le plaisir, je vais dire, vu le thème de la journée, d'occuper la présidence de la SCAM. C'est mieux, hein, ça passe mieux. Voilà. On a l'immense plaisir d'accueillir Kirsten Johnson, qui arrive de New York ce matin, fraîche et dispose. Super fraîche. Et je vais démarrer par une toute petite expérience personnelle en lien avec Kirsten. Par temps de Covid, mon métier c'est de faire des films à l'origine et je devais aller tourner aux États-Unis. Je travaillais avec un réalisateur israélien qui est dans la salle ici, franco-israélien, Philippe Belaïch, qui me dit « mais il y a une chef opératrice, si tu veux bosser, contacte-la de ma part et ça devrait bien se passer ». Je rencontre Kirsten et le lendemain, nous partons au tournage. Nous ne nous connaissions pas. Et dès l'instant, et c'est la première fois pour ma part que je travaillais avec une chef opératrice femme. Enfin, chef opératrice. Et ça commence. Ça commence bien. Mais je suis sous contrôle, ça va. Et Kirsten commence à filmer, et l'instant où elle a commencé à filmer, pardon, je n'ai pas d'autre expression, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un. Ou quelqu'une. Et la voir filmer, se déplacer dans l'espace, et puis après l'image, évidemment, j'ai pris des leçons. Et nous avons tourné 2-3 jours, je ne me souviens plus, et après, Kirsten m'a raconté son parcours. Et je vais là devoir, en 2 phrases, 3 phrases, dire quelques mots de ton parcours. Kirsten traverse les frontières. Systématiquement, c'est quasiment génétique. Tu as grandi dans une famille très religieuse, et puis à 18 ans, tu as mis les voiles. Alors peut-être c'est pas exactement l'âge, mais enfin, en gros, c'est ça. C'est très bien. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et elle met les voiles, elle traverse l'Atlantique et elle va au Sénégal, où, au contact de quelques grands noms du cinéma africain, elle se familiarise au cinéma. Et de fil en aiguille, elle arrive en France. Elle apprend le français au Sénégal. Elle apprend le français au Sénégal. D'où cet excellent français. Et elle arrive en France et elle tente la Fémis. Tout le monde lui dit, tu n'as absolument aucune chance, puisque la Fémis, il faut parfaitement maîtriser le français à l'écrit, tu n'as aucune chance. Je crois que ce n'est pas ce petit détail... Je n'écrivais pas. ...qui t'a arrêté. Et donc, Kirsten a intégré la Fémis, et c'est la promotion, je crois, 1994, avec les François Ozon, qui est-ce qu'il y avait encore Yorick Le Sceau. Oui. Ouais. Bref, quelques figures du cinéma français d'aujourd'hui. Et puis, Kirsten est devenue ensuite chef opératrice. Elle a travaillé aux côtés de Michael Moore, Laura Poitras, beaucoup. J'ai vu des choses passer avec Werner Herzog, avec Ezra Edelman. Bref, des grands noms du documentaire. Et ensuite, tu t'es mis à réaliser. Et tu as réalisé 6 films, dont Caméra Personne, dont on va parler aujourd'hui. Et je le dis dès maintenant, et je le redirai, mardi prochain, 12 décembre, c'est le 12, hein, à 19h à la Fémis, on présente le dernier film de Kirsten, Dick Johnson is Dead, avec une rencontre avec Kirsten et les étudiants de la Fémis, les étudiantes de la Fémis. Vous êtes les bienvenus, vous vous inscrivez, je crois qu'il y a de la place, c'est assez ouvert, donc n'hésitez pas à venir. Mais revenons à Caméra Personne, le film qui, après Kirsten, a fait le tour du monde. Caméra Personne, je vais peut-être laisser Marie en parler, ou Kirsten en parler. Oui, en fait... Film très singulier, autoportrait. Une sorte d'autoportrait à travers un certain nombre de séquences que tu as filmées et que tu as décidé d'assembler. Pour parler de ton travail, c'est une espèce d'autobiographie à travers les gens, les choses que tu as filmées. Et peut-être, avant qu'on envoie un premier extrait, tu pourrais, pour nous expliquer un petit peu comment tu as construit ce film. Est-ce que ce sont que des séquences montées? Est-ce qu'il y a des rushs non montés? Qu'est-ce qui a présidé au montage que tu as choisi de ces images? Ouais, ben, merci toujours, siempre, Rémi, pour l'acte de compresser ma vie dans quelque chose de bien serré. En fait,
les gens m'ont dit, tu n'arriverais pas à entrer à la FEMIS en tant qu'Américain si tu tentes la réalisation. Alors, j'ai tenté l'image. Et là, j'ai rencontré la caméra et j'étais un peu flippée parce que je pensais que le rôle où tu faisais le plus, c'était quand tu étais réalisateur. Et la rencontre avec la caméra était quelque chose où c'était et physique, et intellectuel, et émotionnel. Et c'est en fait grâce à Jacques Derrida, qui était la première personne que j'ai filmée quand j'étais encore élève à la FEMIS, où je me suis rendu compte que je pouvais m'exprimer à travers des images. Et en fait, comme j'avais tenté le FEMIS sans avoir vraiment la parole, ma parole est inhibée en français quelque part. Cette découverte pour moi de me dire je peux parler en cinéma, c'était comme quelque chose qui explosait dans ma tête. Mais j'ai gardé ce désir d'être un réalisateur et je m'imaginais réalisateur. Mais en fait, avec la structure de cinéma aux États-Unis qui n'est pas soutenue par l'État, il y a beaucoup de barrières pour l'entrée à la réalisation. Et en fait, si tu veux survivre et tu n'as pas une source d'argent d'ailleurs, tu bosses. Et je bossais en tournant plein de films pour plein de gens. Je crois que j'ai filmé plus que 100 documentaires. Et du coup, j'ai vu plein de manières de filmer différentes, d'être par rapport aux gens différemment. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé quelques films en moi-même, mais j'étais en train de regarder toutes ces expériences et j'ai commencé à vraiment questionner les choses, questionner le documentaire, questionner les éthiques de le documentaire, pourquoi on faisait ces choses-là. Et c'était un besoin de faire ce film. Et c'était presque un besoin psychique. Yeah. Psychique. In my head. C'était un besoin du cœur et du cerveau, quoi. Parce que j'avais filmé dans l'après-guerre de 5 génocides différents. J'avais filmé dans 86 pays. J'ai encaissé des centaines de témoignages des gens qui avaient vécu des choses vraiment traumatiques. Et quelque part, je ne pouvais plus continuer. Je me demandais pourquoi on fait ça. Et c'était un besoin. Mais par rapport à cette question de genre, ouais, le truc, moi j'adore les films où vraiment ils cassent ce qui était. Ils construisent sur ce qui était, mais ils ouvrent pour nous une autre manière de voir le monde. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui cassait cette idée que c'est que des images sur l'écran. Pour moi, c'était, je suis une personne, un corps qui est là avec les autres personnes qui ont des corps. Et je veux parler de ça dans mon film. Et je rigole parce qu'on est filmé par des machines maintenant. Il n'y a plus de camera person, cameraman, camera women. Il y a une. Wouh! Il y a la régie. Oui, il y a la régie. Mais ils sont loin. Quand tu es avec une caméra, souvent tu es proche. Alors, je vais d'ailleurs... Ils sont proches à travers l'optique. Parce qu'il y a une chose tu me vois de proche à travers l'optique. Il y a une chose qui est très importante dans les images que tu montres dans ce film, et on va voir un extrait tout de suite justement, c'est le rapport que tu crées avec les personnages. Et c'est ça que tu mets en œuvre dans Caméra Personne, c'est constamment cette manière dont effectivement les gens redeviennent des sujets. Toi, tu as une présence qui est là, c'est pas juste une caméra. Peut-être qu'on regarde un premier extrait. Je voudrais juste rajouter, Marie, oui, effectivement, par rapport à ce que tu dis, et rebondir sur ce que tu dis, pour avoir vu Kirsten opérer, il y a quelque chose d'une étrange douceur, je dirais, par rapport à la personne que tu filmes. Et oui, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce que les images dégagent, et peut-être effectivement qu'on peut passer le premier extrait. Je pensais donc celui avec le frère, le jeune garçon, le frère.
tell me things you remember about your brother. تنها چیزی که باید من میآید بیادرم صدایش شنیدیم که اخ کرد دیگه خلاص دیگه ما بیهوش شدیم افتادیم. باز بعد از چند ثانیه که من به هوش آمدم که باز چیغ و فریاد زدم یک چند ثانیه دیدیم کس کمک نکرد به ما و دادم آمد که بیادرم کجاست. باز که پس رفتم پیش برادرم و دیدیم که او زیری بایسکل افتاده بایسکل اوسو انداختم دیگه که دیدم که اصلا چریش نیسته و چرای کلان راکت پارچه کلان راکت و امیتی که خورده بود درویش و این علاقه سرش برده بود دیگه و من میتونستم گلونش ببینم. بسیار ترسیده بودم دیگه، لرزه و شک داشتم. Do you ever see these things when you're dreaming? Excuse me? I didn't got you. Yeah. No, it's hurting. Yeah. You're making me cry even though I don't understand them. It's okay. So, this is disabled که سر ما رخ داد دیگه واقعا. En fait, là, on a fait une chose que je... Faudrait couper le son, voilà. Quelque part, on a pris beaucoup de soins. On a pris beaucoup de soins en faisant le film par rapport à le trauma et comment on traumatise les autres avec nos images, comment on raconte le trauma des gens. Et quelque part, c'est comme je sors de l'avion et tout, j'aurais dit, il faut qu'on dise avant qu'on monte ce clip, hein, qu'est-ce que c'est, quelque part. Et dans le film, on a vraiment pris soin parce que c'est la violence d'image, les violences des mots, c'est des choses qui rentrent dans nos corps. Et pour moi, cette séquence, il est dans le film et tu as vu beaucoup d'occasions où je suis proche des choses que je ne comprends pas, que je n'ai pas vécues, mais je ressens la violence des choses. Et là, carrément, moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et parce que je lui avais demandé de parler en dari. Mais c'était juste l'émotion que j'ai ressentie. Et c'était tellement fort que ça m'a fait pleurer. Qui sont des choses qu'on ne voit jamais dans les films. Je pleure souvent derrière la caméra, mais c'est jamais dans les films. Alors, c'est ça que je voulais montrer, c'est qui je suis, qui j'étais derrière la caméra et avec les gens. Mais par rapport à comment on a assemblé ce groupe des images très différents, on l'a fait exprès dans un ordre qui disait qu'on est complice dans ce truc tellement fort, de ce moment historique tellement fort dans lequel nous sommes tous. Et du coup, ça m'a heurté de voir ça, de vous montrer ça. Et c'est ça l'enjeu d'être une personne avec des personnes qui vivent la violence ou qui ont vécu la violence. Et je crois que Camera Person, pour moi, c'était... j'ai essayé d'interroger qu'est-ce qu'on fait quand on filme une autre personne et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on le fait et comment ça réverbère dans le temps. Et ça réverbère très fort pour moi dans ce moment, dans l'histoire, en fait, quand je le vois. Alors, il y a donc toutes ces questions de ta culture, puisque quand tu arrives, quand tu commences à filmer, il y a toute ton histoire qui est derrière, avec laquelle, comment dire, j'ai l'impression que tu as réglé un certain nombre de questions qui restent en suspens pour d'autres, que tu les as réglées et que, pour revenir à notre thème du jour, pour toi, ce n'est plus une question. Est-ce que je me trompe ou pas?
Je ne suis pas sûre quelle question tu me poses, mais j'ai envie de me lever et de montrer comme je suis grande. Tu vois? Et c'est un peu absurde. Je vais me lever à côté de toi, comme ça on verra vraiment comme tu es grande. Et je crois que quand on pense à cette question, quelle est la voix qu'un cinéma a? Quelle est la manière de le fabriquer? Qui on est? Pour moi, je commence avec le fait que je suis dans mon corps. Et mon corps. Je suis dans mon corps. Et je suis née quelque part. Je suis née dans une couleur de peau. Je suis née dans une grandeur. Je suis née dans un genre. Mais tout ça change. Physiquement, ça change tout à travers ta vie. Mais tu es dans un contexte politique, de pouvoir, de discrimination, de la haine parfois, la misogynie, que tu rencontres des manières différentes à chaque stade de ta vie. Et alors, ce que j'aime avec le cinéma, c'est que quelque part, on a tous les éléments. On a le pouvoir, la technique, la machine, et on a les corps. Et pour moi, c'est le rapport entre ces choses qui a un rapport avec le temps. Parce que si on est juste toi et moi, Rémi, en train de parler, on ne serait pas formel comme ça. On parlerait, toi, tu m'interromps, etc. Mais parce que la machine est là, le pouvoir est là, l'avenir est là, on tente à dire des choses d'une manière qui va vers l'avenir. Et nous, on devient une image. Et pour moi, c'est ça que je trouve très intéressant par rapport à ce moment de l'histoire. C'est que nous, tous les êtres humains, sont maintenant des camera person. Hein? On a tous une caméra dans nos poches. Et on décide qui on filme, pourquoi. Mais on ne sait pas où ces images vont. Et tout ça pour dire que moi, mon rapport par rapport à mon corps, il est toujours en train de changer, mais mon corps était là avec Najib à Kaboul. J'étais proche avec lui. Ça, c'était le rapport. Et ça change dans d'autres images que j'ai mis ensemble pour Camera Person. Je ne sais pas ce qui était l'autre que tu voulais montrer. C'était... On y viendra. Je voudrais continuer sur cette question du corps, parce que tu me disais tout à l'heure que c'est aussi parce que tu avais un grand corps, que tu étais une grande femme, que tu avais pu faire une carrière de chef opératrice aux États-Unis plus facilement que d'autres femmes. Et ça me paraît être une question aussi très intéressante. Tu peux peut-être un peu développer? Mais je pense que, je ne sais pas, on commence tous dans nos têtes et dans nos familles. On s'imagine grâce à nos rapports avec nos familles. Et dans ma famille, tout le monde me disait que j'ai un bon sens de couleur et j'avais un bon œil. Ça, c'était un peu qui j'étais dans ma famille. J'avais un frère qui, lui, il avait un sens du temps parce que c'était un géologue. Et ma mère avait aussi un œil et mon père était psychiatre. Alors, psychiatre, oui. Ouais. Et alors, on avait un drôle de mélange mais aussi, on était à l'intérieur d'un système de pouvoir qui était cette religion adventiste du 7e jour, qui était assez rigide et qui disait que le monde avait 6000 ans et qu'on ne devrait pas regarder des films, qu'on ne devrait pas danser, qu'on ne devrait pas boire du café, réellement. Et du coup, je ne savais pas que j'étais à l'intérieur du pouvoir, mais je me souviens, à l'âge de style 11 ans, j'avais le choix d'être baptisée et je me suis dit, mais attends, il y a Dieu, Jésus et l'Esprit Saint. Et j'étais là, mais il y a 3, il n'y a même pas une femme. Et j'étais là, il y a des hommes qui ont inventé ça. Mais je croyais tellement en Dieu en ce moment-là que je me suis dit, je ne peux pas mentir à Dieu et être baptisée.
Mais j'avais déjà, à cet âge, un truc sur attends, il y a une histoire qui est racontée, mais il y a autre chose qui se passe. Et pour moi, le cinéma, ça nous donne cette opportunité-là d'être dans la complexité des choses. Mais de reconnaître le pouvoir. Et parfois, de se rendre compte, nous, on a une certaine partie du pouvoir, il y a d'autres qui ont plus, mais que ça aussi, le pouvoir bouge, et ça bouge entre les gens qu'on filme et nous qui filment, etc. Est-ce que tu disais tout à l'heure que tout ça change avec la vie, avec le temps? Ouais. Et en quoi ça se traduit dans la manière dont tu fais les films? Est-ce que ça a une influence, la manière dont tu changes? Très certainement, évidemment, dans les choix des films que tu fais. Mais dans ta manière de filmer, est-ce que tu sens une évolution par rapport à... Ben, j'ai découvert moi-même parce que les extraits, le film est fait d'extraits que j'ai filmés pour des gens différents et à travers 25 ans. Et je ne savais pas que j'étais dans les images. Je ne savais pas que je pouvais me voir en train de filmer. Parce que je filmais pour d'autres films. Ce n'était jamais mon intention de m'inclure. Alors, du coup, c'était avec la perspective que j'ai vu. Et quelque part, ce film, ça me donnait plus de sens que j'étais une femme que j'avais avant. Parce que je me suis rendu compte, je suis dans une clinique de maternité et c'est comme un champ de guerre. Il y a des gens qui saignent, il y a des gens qui meurent, qui ne devraient pas mourir. Et du coup, je pouvais voir ça de loin. Mais je n'avais pas eu des enfants à cette époque-là. Je ne savais pas ce que c'était d'être enceinte, accoucher, etc. Ou d'être une... personne qui devrait livrer le bébé sans les ressources pour le faire. Toutes ces choses-là, maintenant, je me regarde, moi, en train de découvrir quand je filme. Et Camera Person me donnait cette perspective sur moi-même et comme j'étais différent que je suis maintenant. Comme une leçon de cinéma personnel, en fait. En montant ces extraits... Totalement. Et tous les extraits que tu as montés sont extraits des films ou certains sont extraits de rushs non montés ou de séquences que tu as gardées telles quelles? Oui, j'ai travaillé avec un monteur extraordinaire qui s'appelle Nils Bangerter. Et lui, il aime bien faire des règles. Alors, on s'est dit, on va faire des règles que chaque extrait va être différent formellement. Par exemple, ils ont perdu tous les rushs pour Derrida. Alors ça, c'est une scène exactement comme c'est dans le film. D'autres scènes, on a complètement remonté. D'autres scènes, on a enlevé le son et remis d'autres sons. Et chaque fois, on disait, on va faire ça d'une manière formellement différente que c'était dans le film original. Mais aussi... on veut juste qu'on te plonge, toi, le spectateur, dans le présent. Est-ce qu'on regarderait, du coup, tu as parlé d'accouchement, tu viens d'en parler, là. Un peu, faisons le boxeur, un peu de joie. D'accord, joie. Alors, juste avant un peu de joie, Kirsten, une question, parce que Marie, ce matin, en introduisant la journée, disait que nous étions tous inspirés en termes de cinéma, en tout cas, pour ceux qui, comme nous, ont démarré il y a une trentaine d'années, on va dire, les références n'étaient que des références masculines dans le cinéma. Est-ce que tu as évolué dans tes références, dans ta pratique? Est-ce que ta manière de filmer, d'approcher les gens, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as réussi à te nourrir d'autres références? Est-ce que tu t'es construit toi-même? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, sur l'évolution de ta pratique par rapport à des références masculines, comme on dit, patriarcales, antédiluviennes? Oui, merci pour cette question, parce qu'en fait, comme ma mère avait un esprit très artistique, mais elle était très croyante, elle ne lisait pas des romans et elle ne voulait pas aller au cinéma. Mon père était beaucoup plus intéressé par la psychologie et lui me passait des romans, mais j'ai lu que des romans écrits par des hommes. Et assez style John Updike, des choses assez macho, tu vois, comme ça, Hemingway, et vraiment un canon masculin, patriarcal du XXe siècle. Et pour les films, je n'avais pas vraiment vu des documentaires. Mon père
a fait en sorte que je pouvais voir un film ici, par là. Mais aussi, j'ai grandi dans les années 70. Alors, il y avait des choses assez extraordinaires qui se passaient dans le monde. Par exemple, j'ai un souvenir très fort de Patricia Hearst avec un assault rifle, un machine gun. Tu vois, un béret. Je me souviens de Patricia Hearst, qui était une riche héritière, qui a basculé dans la lutte armée et dans le banditisme. Oui, c'est ça. Alors, ces images des années 70, c'était les hijacking, les Black Panthers, toutes ces choses-là, ils étaient dans le monde, et ça, on ne pouvait pas voir les films, mais je voyais ces choses-là. Alors, je dirais que le documentaire était sur la télévision pour moi. Et c'était très intriguant. Mais tout ça pour dire que quand je suis venue en France, mon éducation avant était que américaine. Et la France m'a ouvert les yeux par rapport au monde. Alors, j'ai vu plein de films iraniens, japonais, sénégalais. Et ça, c'était l'explosion pour moi. Mais c'était quasi tous des films d'hommes, même dans cette grande éducation ouverte au monde. Et je dirais, c'était petit à petit que je commençais à découvrir des choses existaient. Des femmes avaient fait des films fabuleux. Et c'est un travail maintenant que je fais toujours. Quand les gens me demandent une liste de mes 10 films préférés, je me dis, OK, oui, c'est facile à dire, ouais, je connais 10 films faits par des hommes, je vais chercher. Et si je ne peux pas faire 5, cherche encore, tu vois. Le film de Mark Cousins qu'il a fait sur les films qui ont fait des femmes récemment, ça m'a explosé la tête aussi. J'ai vu ce film The Ascent by Larissa Shipko. Incroyable ce film. C'est un chef-d'œuvre. Et je me rendais compte avec les années que les gens font des choses et ça, on les oublie. Certains, on se souvient de certains et on oublie d'autres. Et ça, c'est pas juste par rapport aux gens, c'est par rapport au pays, couleur, argent, tout, quoi. Mais c'est ça le truc à commencer à chercher à ce qui était oublié et pas seulement oublié, but buried. Comment on dit buried? Enterré. Enterré. Ouais. Toujours sur cette question de la construction de ton regard, tu me disais que tu as beaucoup travaillé avec Laura Poitras et qu'elle avait eu une influence sur la manière aussi dont ta manière de filmer avait évolué. Tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on lance l'extrait du boxeur? Oui. Laura, comme vous connaissez, c'est une personne incroyable dans sa curiosité et dans son interrogation du pouvoir. Et elle, ce qu'elle tente à faire, c'est être proche des gens qui sont dans un moment de vrai enjeu, où tu vois, les enjeux sont hauts, comme Edward Snowden et Citizen 4, par exemple. Citizen 4. Ouais. Et le truc qui m'a ébloui en travaillant avec elle, c'était que elle allait doucement, elle cherchait comment on pouvait être proche des cœurs des choses. Et puis, quand on arrivait là, on filme pour peut-être 20 minutes et on s'arrête. Parce qu'elle sait qu'on est là, mais il ne faut pas beaucoup. Parce que c'est tellement fragile, le pouvoir. Et quand tu es si proche du pouvoir, il faut être très, très judicieux. Et ça m'a choquée parce que j'avais filmé avec les gens, on filme pour 10 heures, on filme. Et ça, c'était waouh! On était dans un lieu le plus incroyable que j'ai jamais été. Ah non, on a arrêté, on est fini. Et maintenant, on va aller parler de ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. On va réfléchir et puis on va faire la stratégie où on va pour les prochains 20 minutes. C'était un autre, c'est vraiment, je ne sais pas, l'ambition de ce qu'elle faisait sur le plan cinéma. Ça m'a vraiment encouragée et quelque part, camera person, je dirais, ça arrive directement de deux choses. Il y a Tim Hetherington, qui était un photographe, qui avait beaucoup photographié au Libéria, en Afghanistan.
Et lui, il a fait un court film qui est magnifique, qui s'appelle Diary, où il a pris des choses qu'il a filmées. Et c'est style 12 minutes. Quand je le regardais, j'étais, il est dans ma tête. Qu'est-ce qu'il fait dans ma tête? Parce que il était dans des chambres d'hôtel et puis dans une situation de guerre, il était dans les chambres d'hôtel. Et j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire prochainement. Et puis, il était tué en Libye en 2012. Et aussi, c'était un article que Susan Sontag a écrit sur Abu Ghraib dans le New Yorker. Et à l'époque, le 11 septembre avait passé, j'avais filmé en Afghanistan, dans les camps militaires aux États-Unis, Yémen, à Guantanamo. Et j'avais plein de questions dans la tête et j'étais tellement contente que Sontag avait écrit quelque chose. Et au milieu de l'article, je me suis dit, mais ouais, elle est très forte, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là comme je suis là. Et du coup, il faut que je fasse quelque chose. Le truc qui est super drôle, c'est que je suis allée pour pitcher Camera Person devant un groupe à Toronto. C'était quasi que des hommes. Et tout le monde me questionnait, mais comment tu peux faire ce film? Et je disais, mais j'ai déjà filmé le film. Ça existe déjà. Et il n'arrêtait pas de m'interroger en disant, ça c'est très... que des gens de documentaire vont être intéressés par ça. Mais je disais, mais nous sommes les gens de documentaire. Il dit, non, c'est trop ésotérique, non. Et je les écoutais. Et je dis, ils ont raison. Personne ne m'a donné de l'argent. Mais pendant cette semaine que j'étais à Hot Docs, il y avait jeune fille après jeune fille qui est venue me dire, je veux voir ton film. Et j'étais assez surprise parce que pour moi, ce n'était pas un film qui parlait de le fait d'être femme. Ça parlait juste de mes expériences politiques, le travail. Et du coup, j'ai commencé à compter parce que c'était un peu bizarre, parce qu'aucun homme est venu vers moi pour dire « Je veux voir le film que tu veux faire ». Je comptais, dans une semaine, c'était 64 jeunes filles qui sont venues me dire « J'ai hâte de voir ton film ». Et puis, le jour final du festival, j'étais là en train de parler avec Tom Quinn, qui dirige Neon. Et je ne le connaissais pas, je lui parlais comme ça parce qu'on avait vu un film à côté. Et je lui dis, écoute, un truc bizarre se passe pour moi. Il y a toutes ces jeunes femmes qui veulent voir le film que je n'arrive pas à financer. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais pas si je peux faire. Mais aucun homme est venu vers moi et dit, ça c'est drôle parce que moi j'étais dans ton pitch et je vais t'avouer un truc. Il dit, tu sais, les gens qui te disaient, je ne sais pas si tu peux le faire. Au début, quand tu avais fait le pitch, je disais, ouais, je veux voir son film. Mais à la fin du pitch, je me suis dit, ouais, elle ne va pas pouvoir faire ça. Et comment tu expliques que les jeunes femmes te faisaient confiance? Elle se voyait elle-même en moi, je pense. Et je crois maintenant, nous tous, on se voit en camera person parce qu'on est tous dans ces dilemmes éthiques avec nos portables. Hein? C'est ça, on est dans ce monde, on est tous ensemble dans ça. On regarde le deuxième extrait? Tu veux introduire l'extrait sur le boxeur? Non. Okay. On plonge dedans. Celui-là, c'est le boxeur. Okay. Ça, c'est beaucoup moins traumatique que celui d'avant. Mr. Fernandez, do the honors, please. Your winner, Dennis Williams.
Garcia against Lamont Peterson. That's bullshit! Will be a world middleweight fight between Irish and Elite. To get your tickets, visit the box office. Don't touch me! Don't fucking touch me! This fight ain't over. What? I'm going to talk to my mother. What? That's bullshit. I worked fucking hard. Yeah, I know. I was fucking him up. I've been in those positions, buddy. Been in that position. How the fuck you gonna rob me like that? Don't get mad. There's a lot of people watching. Control yourself. Let's go in the back. J'en ai des frissons. C'est un film, il faudrait le voir image par image. Je me dis à quel moment elle va se prendre un pain. Et puis ce type qui, dans sa fureur noire, là, comme ça, tu le quittes pas. Et puis à l'arrivée, il y a ce moment de tendresse. Mais bon, on a vu la même chose. Après, j'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est passé, mais on en discutait avec Rémi, qui était très effrayé que toi tu prennes un pain. Et moi, je me disais, mais non, il est très très fier qu'une femme est en train de le filmer, parce que ça le remet en valeur comme homme. Et donc, il va évidemment jamais la frapper. Alors, voilà. Ouais. Il y a plein de gens qui pensent que ouais, il va te foutre un baffe, tu vois. Et lui disait, mais I would never hit a girl. mais en fait, pour moi, il y a un moment avec cet jeune homme au début du film où il est en train de préparer à aller dans le combat. Et c'est super tendu, mais mon truc dans ce moment, c'est que d'avoir du respect, parce que lui, il est dans le moment le plus important de sa vie, et de lui signaler que je suis là avec toi. Et j'étais super déçue qu'il avait perdu aussi. Alors, je crois, pour moi, le truc, j'avais déjà établi que je suis de ton côté. Et je vais avec toi et j'ai pas peur de tes émotions. Le truc de l'expérience d'avoir filmé beaucoup, je pense, avant, j'aurais suivi à l'intérieur des toilettes. Et là, peut-être vraiment, ça aurait été la catastrophe. Et j'ai aussi, grâce à Michael Moore, je savais attendre, couper la caméra. Alors, ma manière juste de rester là en sachant, il va sortir. Hein. J'ai appris ça de Michael, tu vois, il est là, tu pousses rec avant que tu penses et tu continues le plus long que possible après le moment clé. Et alors, je vois dans ça, j'aurais pas pu faire ça au début de ma carrière, tu vois, hein, mais pour moi, j'étais avec lui et lui le savait et j'avais pas peur de la colère et la violence. Il te regarde plusieurs fois d'ailleurs, hein. Plusieurs fois il te jette des regards. Ouais. Tu es encore là? Ouais. Et puis il y a comment dire, pas la conclusion, le terme m'échappe, mais enfin la séquence, ouais. La fin de la séquence, ouais, comme on l'appellera comme on veut, de cette femme qui surgit de nulle part et qui le prend dans ses bras et tout d'un coup, c'est un moment de grâce absolue. Le truc qui est drôle, et on connaît tout ça avec le cinéma, c'est jamais ce que tu penses que c'est. En fait, c'était pas sa mère, c'était sa tante qui est venue glisser avant sa mère. Et lui, il voulait sa mère, et c'est la tante qui est venue en première. Alors, c'est ça le cinéma. Ça révèle et ça cache les choses tout le temps. Et en même temps, là, pour le coup, il y a quelque chose de réconciliation qui passe largement. Et la famille, ouais. On va paraphraser ces images que je trouve... Bref, on s'est compris. Et,
Ce film-là, donc tu l'as réalisé, je ne sais plus si c'est un réalisateur homme ou femme dans ce film-là, mais tu as travaillé pour plus de femmes. D'hommes, mais... Ouais. Ça, c'était un homme qui avait réalisé ce film. Voilà. Et donc, dans les discussions que vous aviez, est-ce que tu dirais que les demandes qu'il faisait, elles sont d'un ordre différent? Est-ce que tu as pu, par exemple, si on voulait essayer de tirer un peu des grandes lignes, dire que les femmes réalisatrices te demandent d'autres choses que les hommes réalisateurs? Ou est-ce que c'est trop mettre les choses dans des cases et que c'est impossible à moi, déterminer? je ne parlais pas comme ça. Ouais. Je pense que la misogynie est réelle, la patriarcie est réelle, les systèmes de pouvoir sont réels, la discrimination est réelle, le harcèlement est réel. Mais pour moi, chaque personne est une personne avec qui tu peux travailler ou pas travailler. Je peux travailler avec toi. Et j'ai beaucoup collaboré avec Wellington Bowler, qui est un homme noir américain qui est très, très costaud. Et lui, on était à Bangladesh et on devrait avoir un preneur de sang qui était femme pour entrer dans une clinique de maternité, mais elle ne pouvait pas et c'était une urgence. Alors, lui, il est venu et il a un sens de respect. Il savait que toutes les femmes dans la clinique étaient musulmanes. Elles ne voulaient pas être vues par lui. Il a fait tout un spectacle pour demander à l'infirmière pour lui bander les yeux. Je lui prenais par la main. Il faisait des blagues et lui, il restait là. On a tourné toute une journée avec ses yeux fermés. Et c'était magnifique. Tous les gens dans la clinique nous aimaient, on rigolait ensemble. On transforme les espaces aussi par notre présence et par notre manière d'être différent que les gens imaginent que nous sommes. Parce qu'on est tous enfermés dans ces cages de corps qui, les gens projettent des choses sur nous. Et on imagine ils savent qui nous sommes, mais ils ne savent pas. Mais c'est vrai qu'ils savent que certains parmi nous ont plus de privilèges que eux. Ça, c'est correct. Moi qui débarque au Libéria et qui repart, les gens là-bas savent que j'ai l'argent pour y arriver et l'argent pour partir. Et ce type de choses-là, ils sont toujours en jeu. Et c'est ton corps, mais c'est aussi tes fringues, c'est comme tu parles, c'est la qualité de microphone et de caméra que tu as. Tu es en train de donner plein de signaux aux gens et ils te lisent. Ils sont en train de te lire tout le temps. Tu es en train d'être vu pendant que tu filmes et tu peux interrompre ces projections parfois, mais parfois les gens, ils ont tout à fait raison. Et il faut que toi, tu sois super mollo parce que ils ont raison. Peut-être tu n'as même pas le droit d'être là. Et c'est un rapport de pouvoir qui fait en sorte que tu y es. Alors, comment être avec les personnes d'une manière respectueuse avec une caméra, c'est ça le boulot, quoi. Et pour poursuivre la question sur la maternité, puisqu'on est maintenant à la maternité, je crois d'ailleurs qu'il y a un extrait qui est prêt, peut-être pas pour tout de suite, enfin, on verra. Est-ce que ta présence à l'image dans cette maternité était préméditée? C'est-à-dire que le réalisateur qui t'emmène, il sait ce qu'il va tourner et il t'emmène parce que tu es camera woman ou... Oui. Ça, c'était une histoire assez compliquée parce que c'était un film réalisé par une femme qui était blanche, américaine, qui avait fait beaucoup dans le domaine de la lutte pour la santé maternelle. Elle avait travaillé beaucoup pour trouver un hôpital au monde où le taux de mortalité maternelle était très haut, mais l'hôpital voulait changer et voulait avoir l'attention pour qu'ils aient la chance d'avoir plus de financement, etc. Alors, il y avait un rapport. Mais les gens qui venaient dans l'hôpital, ils ne savaient pas qu'il allait avoir une caméra. Il fallait qu'eux, ils signent. Mais dans ce cas, on avait une famille. La femme était arrivée en train de mourir. Elle était enceinte de 2 enfants. Et la femme infirmière, elle savait que la femme avait besoin d'une césarienne.
où elle allait mourir et peut-être les 2 enfants allaient mourir. Moi, je ne savais rien de ça pendant que je filmais. Et cette infirmière, elle a attendu le plus longtemps possible en attendant un médecin. Il n'y avait pas de médecin qui pouvait venir. Et pour elle, ce qu'elle était en train de considérer, c'est est-ce que la mère meurt et les 2 enfants meurent? Est-ce que la mère survive et un enfant survit ou 2? Et finalement, quand il n'y avait plus de choix, elle est allée livrer les bébés. Et on voit un des bébés en crise. Mais moi, je dirais, j'ai filmé tout ça avec l'espoir qu'on filme en pensant, il va avoir, ça va aller. Il va vivre. Il va vivre parce que je suis en train de filmer. C'est ça, nos mythologies. C'est l'histoire de l'extrait qu'on avait prévu de voir. On peut le regarder maintenant. Moi, j'aurais bien aimé aussi proposer à la salle s'il y a des questions, parce qu'il y a déjà plein de thèmes qu'on a abordés. Est-ce qu'on regarde d'abord l'extrait ou est-ce qu'on regarde d'abord l'extrait? Est-ce que l'extrait est prêt, Odile? Oui. Oui, Odile. Any effort, Masan. Wayo Allah. Try it. Can we get another battery? Yeah, she's going. Adiza. Let's use the manual one. It's not working. Adiza, Dawani. Kerah. These people are so happy. Just keep her on because she's joking. Should we go out there? She's explaining everything. To who? Yes, and cracks and everything.
perfect. It's all cast, no problem. Nah, alive, but he need oxygen now, and we don't have oxygen here. C'est trop dur, hein? C'est vraiment trop dur. Oh. Je ne sais plus qui, en voyant cet extrait, dit un homme n'aurait pas filmé ça comme ça. T'es d'accord avec ça ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je pense que je connais plein d'hommes, dont Philippe, qui pouvaient filmer ça comme ça. Tu vois que je suis là avec cet enfant en voulant qu'il survive. Et je suis là avec cette femme qui lutte, même qu'elle n'a pas l'infrastructure pour sauver le bébé, tu vois. Et je pense que n'importe quel humain peut être avec les autres humains. Mais là, avec cette scène, je ne sais toujours pas si c'est OK qu'on monte cette scène. Hein. C'est une question pour moi. Je ne suis pas sûre que c'est correct qu'on regarde ça. Et je l'ai mis dans le film avec la question, est-ce que c'est correct qu'on regarde ça? En service de quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et je pense que c'est ça, on est tous en train de s'interroger sur pourquoi on regarde certaines images, qu'est-ce que ça nous apporte. Et je crois qu'on doit tous demander pourquoi on filme certaines images. Et je crois que maintenant, on est dans un... Je ne veux pas utiliser le mot vente aux enchères, mais je l'utilise parce que je n'ai pas d'autre langage, mais que maintenant, on a des gens partout dans le monde qui sont face à des situations très difficiles et ils filment parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire et puis ils montrent ça au monde pour que les gens font quelque chose, tu vois. C'est ça le dilemme que nous sommes dedans ensemble tous. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces images traumatiques de la douleur des autres? C'est la question qui est devant nous tous. Mais Rémi, sur la question que tu posais juste avant, est-ce que hommes et femmes filment des accouchements de la même manière? C'est juste un petit commentaire. Il y a quelques années, j'avais réalisé un documentaire sous le cinéma des femmes. Donc j'ai regardé beaucoup de scènes emblématiques, comme par exemple une scène d'accouchement, et j'ai regardé dans des films filmés par des hommes et des films filmés en fiction, filmés par des femmes. Et c'était étonnant de voir que dans à peu près tous les films de fiction faits par des hommes où il y avait une scène d'accouchement, la caméra était entre les jambes de la femme. Toujours chez les femmes réalisatrices, la caméra était à côté de la femme, du côté de son épaule, c'est-à-dire dans l'angle de vue de la femme. Et ça m'avait frappée, tu vois. Oui, moi, c'était clair pour moi, c'était déjà tellement compliqué pour moi d'être dans cet hôpital autant qu'une personne américaine, blanche, toute cette histoire de colonialisme, de racisme, de différence d'argent, tout ça était en jeu. Alors, pour moi, c'était hors de question. Je n'allais jamais filmer entre les jambes de cette femme. Je voulais filmer son visage. Mais en même temps, je pense que je filmerais différemment après d'avoir accouché. Et ça, c'était avant que j'ai eu des enfants. Alors, ça, je ne sais pas comment, mais je crois que je me positionnerai différemment, mais je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, hello. On va vous apporter un micro. Le micro, oui. Vous pouvez la poser, je la répéterai éventuellement en attendant. C'est enregistré, donc. Il y a quelqu'un en haut, pardon. Je n'avais pas vu en bas, pardon. Attendez, Pardon, madame, parce qu'il y a une question avec un micro derrière, mais juste après, on vous donne la parole. Elle demande par rapport à l'autorisation. Et disons pour ce film,
J'étais une chef-op qui était employée par les réalisateurs différents pour tous ces films. Et pour les films, les réalisateurs et les producteurs, ils ont négocié toutes les permissions avec les gens qu'on a filmés. Et les images ne m'appartenaient pas. Ils appartenaient à la production. Moi, quand j'ai voulu faire ce film, toutes mes questions, c'était autour les questions d'autorisation, de permission. Est-ce que tu as le droit? Quels sont tes droits envers les images d'autres personnes? Alors, au départ, c'était mon désir que je reçois les droits et la permission de toutes les personnes qui étaient dans toutes les images et tous les réalisateurs. Et j'avais une productrice qui m'a dit, tu ne vas jamais réussir à faire ce film parce que tu as un tel mélange de gens dans ce film qui sont en conflit les uns contre l'autre. Ils vont pas vouloir être dans le film ensemble. Alors, tente à avoir la permission des réalisateurs et après, toi, tu fais tes choix par rapport aux personnes qui sont dans le film, si tu as leur permission ou pas. Et comme cette famille avait déjà donné leur permission pour l'autre film et ils ont montré beaucoup plus dans l'autre film, je tentais à être en contact avec eux. Et puis, les gens de Nigeria, c'était le moment de beaucoup de conflits politiques. Ils m'ont dit, ça va être très mal pour le père de ses enfants si il est vu en contact avec toi. Et on supplie de ne pas lui contacter pour ça. Alors ça, j'attends le jour de ma vie où je vais rencontrer cette famille de nouveau. Je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, donc la mère, elle n'a pas vu les images. Et si, la mère l'a vu toutes les images dans l'autre film. Ah oui, mais pas la mort de son fils. Si, elle l'a vu. Dans l'autre film, tout est dans l'autre film. Ouais. Et elle a donné son autorisation pour que ces images soient montrées. Oui. Oui, bonjour. J'avais une question. Mais j'aime bien que ça te crée ces questions. Je veux que ça crée ces questions. Même si elle a donné sa permission, est-ce qu'elle a donné parce qu'on lui donnait le sang pour qu'elle soit sauvée, etc., etc. Hein? Oui, bonjour, j'avais une question. Oui. C'était concernant, on va dire, la caméra que vous avez choisie dans ce film, puisque il me semble que c'est une caméra, enfin un caméscope. Vous utilisez les zooms, puis il y a aussi c'est des plans séquences. Il y a une ou deux coupes que j'ai vues. Et je voulais savoir si c'était en lien avec justement la possibilité de vos protagonistes, des personnes que vous filmez, de se mettre en scène aussi. Et du coup, de ne pas être là avec une caméra qui prend trop de place. Disons que ces images, ils traversent une période de 25 ans. Et ça suit l'histoire du changement de technologie des caméras. Alors, il y a des scènes dans le film qui sont filmées avec énorme Betacam, avec un énorme DV-cam, avec un tout petit DV-cam. Ceux qui sont en standard def, ils sont filmés entre 89 et 2016, les images. Alors, je crois qu'il y a 38 caméras différentes qui sont utilisées dans le film. Et la plupart, ils ont une optique qui est fixe avec un zoom. Il y avait certains qui avaient une grande optique. Ça change dans toutes les images de film, en fait. Et c'était en fonction de toutes les productions où j'ai participé, où les réalisateurs et moi, on a fait des choix ensemble par rapport à quelle caméra on utilisait. J'ai montré ce film à le festival en Pologne, Camera Image. Et j'étais dans la salle et il y a un groupe d'hommes qui sort tout de suite quand le film commence. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et après, dans le couloir, après le film est fini, j'entends un groupe d'hommes tous en train de se disputer autour du film. Et l'autre, un dit, mais tu es con, pourquoi tu as quitté ce film? C'est le plus grand film qui a jamais été fait sur les chefs-op. Et je disais, ben, c'était tout en standard def. Et l'autre dit, mais tu es bête, toi. Et j'étais là, wow, c'est génial. J'ai vécu la période pire des caméras
dans l'histoire du cinéma. C'était la fin de 16 mm quand j'ai commencé. Et c'était en standard def avec les optiques en plastique. Et vraiment, j'ai fait avec les pires caméras. Et pour cela, je dis, c'est pas la caméra, c'est la personne. Mais ça vous donne quand même la possibilité de recadrer, enfin beaucoup les zooms que vous utilisez, de recadrer les images. Est-ce que c'est quelque chose que si aujourd'hui vous pouvez filmer, est-ce que vous choisissez par exemple le caméscope flexible ou est-ce que vous dites non, disons, c'est lié à la ce qu'on inclut dans ça, c'est moi en train de chercher. Dans toutes ces images, si tu les vois dans les films, tu ne verrais pas ces zooms-là. C'est moi en train d'aller entre les plans, en train de chercher. Et dans ce moment, avec le bébé, tu vois que je vais proche et quelque part, je ne veux pas voir si proche, tu vois. Je retire. J'ai tellement peur pour le bébé, tu vois, que je peux à peine rester sur le plan. Alors, on a mis beaucoup de ces moments de moi en train de chercher, de zoomer, de ne pas savoir quel plan dans ce film pour que tu sois avec moi dans la confusion, quoi faire. Et c'est peut-être... Oui, et c'est peut-être bon pour montrer le clip avec l'axe pour ce moment. Oui. Parce que toujours quand on a une caméra, il y a plein de moments où tu dis, est-ce que j'arrête de filmer parce que peut-être ma présence est en train de mettre des gens en danger. Et j'avais plein de scènes comme ça parmi tous les films que j'ai filmés pour 25 ans. Mais c'est cette scène avec l'axe, c'est l'axe est celui que j'ai choisi. Et ça, c'est un rush parce que... oui, ça n'a jamais été dans le film. C'est ça, je pense, parce qu'on entend toi qui... Ben, c'est ça qu'on a fait parfois, c'est de laisser ma voix au lieu de l'enlever comme ça a été enlevé des films. Ouais. On envoie l'extrait. Доча, что? Oh, please. Grande e rossa più secchio. Oh, jeez. Hey. Играй. C'est bien quand même, hein, un plan, un film. Et c'est drôle parce que j'ai montré ça à la festival à Sarajevo et il y a des gens qui m'ont posé des questions. Mais pourquoi vous avez mis ça dans le film? Et j'ai dit, tous les enfants apprennent à utiliser les haches. Ici, ça, c'est pas une scène intéressante. Alors, contexte. Contexte, ça me fait penser à un film danois que j'ai vu, fait par un réalisateur danois, documentaire, qui était en Crimée ou dans le Donbass, enfin dans l'est de l'Ukraine, occupé par les Russes. Et il filmait deux adolescents avec un pistolet. Et il n'intervient pas à aucun moment, mais même, bon, le film est monté, mais il n'y a même pas un commentaire. Et je dois dire que je ne suis pas sûr que tu aurais filmé ça, pour rester dans notre sujet. Ouais. Je me demande si tu ne poses pas ta caméra à ce moment-là, tu as dit, les gars, on va se calmer. Mais, en parlant de ce problème de genre, tu vois, moi, quand j'ai commencé, il y avait très, très peu de femmes chef-op. Quand je suis retournée, quand j'ai quitté la France, je suis retournée aux États-Unis, il y avait 6 femmes dans toute l'Amérique qui étaient chef-op professionnellement, dont le grand Maryse Alberti. Et il y avait
elles avaient tous 10 ans plus que moi et je pensais que, waouh, je vais avoir plein de collègues et j'étais seule pendant plusieurs années. Et c'était... Tu as quand même, quand tu es dans une position comme ça, tu as besoin de te prouver. Et c'est ça le problème quand toi, tu es la personne qui n'est pas au centre, qui n'a pas accès. Tu as besoin de te prouver. Et cette preneur de son qui est maintenant réalisateur Wellington, je l'ai vu avec des réalisateurs blancs. Chaque fois, ils ne comprenaient pas que Wellington était plus intelligent, plus... Il fallait qu'il se prouve chaque fois qu'on tournait avec des nouvelles personnes que lui, il était compétent. Et alors, ça dépend vraiment de qui tu es, ce que les gens projettent sur toi. Et si tu es une petite femme, tu peux même pas porter la caisse, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent suivant quel corps dans lequel tu es, tu vois. Et pour moi, je pense que pendant une période, je voulais me prouver. Et l'idée d'être un grand chef-op, c'était il faut filmer la guerre. Tu vois, c'est ça, la construction du glamour du cinéma et tout ça. Et quand je me suis approchée des guerres, j'étais là, mais pourquoi c'est ça qu'on montre dans la guerre? Tu vois, pourquoi on dit, waouh, tu es vraiment bien comme chef-op si tu filmes des guerres? Et j'ai commencé vraiment à m'interroger sur ça après d'avoir été proche des guerres. Et je sais que j'étais en train de tenter à me prouver parce que je n'avais pas une place. Et maintenant, j'ai rien à prouver. Hein? Mais pour les jeunes qui commencent, ils ont beaucoup à prouver. Et parfois, ils prennent des risques terribles en faisant ça parce qu'ils sont... Ouais, ils n'ont pas l'expérience et c'est dangereux. Et maintenant, par exemple, il y a des choses que tu refuserais de filmer ou des choses que tu as... Toujours. Il y a des choses que tu as refusé de filmer par le passé? Oui, toujours. Pour toi? Quasi tous les tournages. Et ça, je dirais, ça c'est force de caractère et c'est aussi le rapport que je veux avoir avec un réalisateur qui est vrai, quoi, qui est un truc où tu me donnes du respect, je suis en train de bosser super dur pour toi et tu as une idée dans ta tête. Chaque réalisateur, on est tous pareils, on a des idées dans la tête de ce qu'on va faire, etc. On veut voir ça, on veut voir un tracking, tu vois. Mais moi, je suis la personne qui va le faire, qui est obligée à passer devant toutes ces personnes et les regarder dans les yeux. Et parfois, je me rends compte avant le plan et je dis non, ça, je ne peux pas traiter les gens comme ça. Et parfois, c'est seulement après où je me suis dit pourquoi j'ai filmé les gens comme ça. Et là, je mets la caméra par terre et je vais parler avec les gens et je m'excuse et je me dis, nous, on est dans le cinéma et on a oublié qu'on est là avec vous. Mais il y a plein de fois où j'ai eu des vraies disputes avec des réalisateurs par rapport à des plans qu'ils voulaient filmer et moi, je refuse. Donc tu fais œuvre de déconstruction du regard du réalisateur. Ben, nous tous, parce que le cinéma, c'est dans notre imaginaire et on a des références à des films qui ont déjà été faits et on cherche et personne ne sait quoi faire et le temps est comprimé et on n'a pas assez d'argent et on a des désirs de faire des choses pour le monde et on est complètement, on réalise, on est un peu hors de nous et on a besoin d'être entouré par des gens qui sont un peu... pieds sur terre, littéralement, qui disent « Oh, OK, maybe too much. » D'autres questions? Oui. Je vois Rasha qui vient avec le micro. Avec une question? Oui, avec une question. Encore? Elle a encore une question. Et ici, Rasha. Ouais. Ouais. On te soutient à fond. Non, je voulais juste dire, moi je ne suis pas professionnelle du cinéma. Et c'est vrai que je suis... ça m'a fait bizarre, après cette image d'avant, de ce passage éclair d'un être humain sur Terre. Ouf. Oui, écoute, le film, c'est un film super Et puis, attendez, je n'ai pas fini.
Je sais. Je te laisse la chance de respirer. Merci. D'entendre tout de suite après ces questions tellement techniques sur le... Voilà, non mais je trouve... Moi, ça m'a choqué, quoi. Cette mise à distance immédiate de ce... Ouais. Voilà, de ça, quoi. Ouais. C'est ça l'expérience que je veux partager avec vous quelque part. C'est dans le moment où on est dans une lutte ensemble pour la vie de ce bébé. Je suis aussi en train de penser, est-ce que j'ai une batterie? Est-ce que c'est chargé? Parce que si... Oui, tu vois, et je dirais, il y a plein de gens qui disent que la caméra te met à distance des gens. Pour moi, ça, c'est vraiment pas vrai. La caméra fait plein de choses. Ça catalyse, ça s'approche, ça te donne perspective. Parfois, ça te protège. Et ça fait plein de choses. Et parfois, les choses sont tellement fortes. De faire face à ça, la caméra te rappelle que l'avenir existe. Et pas seulement ce présent-là. Parce que parfois, le présent est insoutenable parce que tu es impuissant. Et tu imagines peut-être dans l'avenir, le bébé va respirer. Ouais. Et tu as vu dans ce moment que j'ai inclus que ma relief, mais c'était relief pour un moment. Et ça passe encore. Mon soulagement. Oui, merci. Ouais. Ouais. Mais je dirais, juste pour vous dire, pour moi, cette session aujourd'hui, c'est super intense. Et dans ce moment d'histoire, je crois que je n'aurais pas choisi ces clips-là. Je crois qu'ils ont besoin d'être entourés par le film. Ouais, je crois que c'est too much dans ce moment. Alors, pour moi, personnellement, quelque part, je m'excuse qu'on est en plein dedans la partie la plus intense du film sans que le film est entouré. Alors le film est disponible normalement pour visionnage sur la plateforme d'Arte ou pas pendant quelques jours? Oui, Caméra Personne est disponible en visionnage. Et effectivement... Et donc pour le regarder en entier, évidemment, c'est l'idée, quoi. Parce que c'est une progression, c'est une entrée dans ta manière de filmer, de regarder l'autre, et les interférences que les autres te renvoient. Et effectivement, avoir ces extraits comme ça, pour le coup, extraits de leur contexte, c'est vrai que c'est une vision extrêmement brutale de quelque chose qui est beaucoup plus... D'une certaine manière, si je te posais la question brutalement aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu choisis de garder dans ton film cet extrait-là ça vient naturellement, cet extrait-là, dans ton film, dans ton montage, dans le voyage qu'on partage. Et là, on vous balance, pardonnez-moi le terme, ça de manière un petit peu brutale. Et je crois qu'effectivement, pour remettre ça en perspective avec l'œuvre, le regard de Kirsten, il est nécessaire de voir le film et de voir comment cette séquence arrive. On tenait à vous montrer quelques extraits de son travail pour que vous voyez qui est-ce qu'il y a derrière la caméra personne. Et effectivement, c'est compliqué avec ce film-là, mais je me rends compte en le vivant à tes côtés, Kirsten. Ouais. C'est-à-dire qu'en voyant le film, je n'ai pas du tout le même sentiment que je peux avoir lorsque je vois ces extraits. C'est peut-être dommage. La seule manière que je vous propose de... Il en reste un qui est plus... C'est celui sur la femme qui je veux entendre... On a plusieurs questions maintenant. C'est excitant. Philippe... Ok. Alors d'abord, merci Kirsten. C'est toujours un plaisir de t'entendre. On a souvent parlé entre nous de la pratique et ce qui est au centre de ce dont on parle, c'est toujours de la relation qu'on a avec les gens qu'on filme. Et c'est pas vrai. J'ai pas une question, j'ai juste une contribution. Après avoir vu la scène du boxeur, ça m'a rappelé que j'ai tourné il y a un mois à Roubaix, une journée, un championnat de boxe avec un jeune réalisateur qui s'entraîne dans le club de Roubaix. Et un jeune boxeur, tu veux dire? Non, le réalisateur était aussi boxeur. Et le réalisateur, il est plus privilégié que les gens du quartier pauvre de Roubaix. Il était au Frénois, mais il est boxeur, donc il s'entraînait dans le club, donc il connaît tout le monde. Et les personnages du film, c'est les boxeurs de Roubaix. Et
ça m'a fait penser pourquoi ça prend toujours autant de temps de faire un documentaire, parce que à un moment donné, on s'est dit, ou plutôt je lui ai dit, je dis écoute, on est obligé d'aller aussi filmer les adversaires. Les adversaires, il y avait ils venaient de Serbie, d'Algérie, de partout. C'était un championnat, donc ils venaient de loin. Je dis mais on va les filmer pendant le combat, donc on est obligé aussi. Enfin, on est obligé. Moi, je me sentais obligé d'aller les filmer aussi durant la préparation, même tout en sachant qu'ils sont pas, qui vont pas être, presque pas être dans le film, mais simplement pour pouvoir ensuite avoir la liberté, éthiquement la liberté de les filmer. Il fallait aussi aller les voir pour se présenter, lui, enfin Vadim, le réalisateur, et moi, et passer du temps simplement à les regarder avec la caméra, pour qu'ensuite, quand on les a filmés au moment difficile, c'était donc 2 minutes avant et 2 minutes après le match qu'ils avaient en général perdu, ils nous ont laissé filmer. Mais si on avait débarqué sans qu'ils nous aient vus avant, ça aurait peut-être été possible, sans qu'on se prenne un pain dans la gueule, comme on a dit. Mais éthiquement, ça aurait été beaucoup plus difficile de le faire, alors que là, donc voilà, c'est juste une contribution, mais ça m'a fait penser au fait que on veut tourner et un moment on veut retirer un moment, un tout petit moment, quelques 2 minutes de cette longue journée, et on doit passer. Il est nécessaire de passer toute la journée avec les boxeurs pour qu'ils s'habituent à nous. Et faire connaissance. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Une question, madame, la là, femme au juste là. fond. Ouais. Oui, la femme au fond était longtemps. Elle n'a pas un micro. Ouais. Toi, pareil. It's coming. Bonjour. Bonjour. Dans tous ces extraits depuis le début, je trouve que vraiment on a l'impression de vous entendre penser vraiment en permanence. Et il y a des moments, je me dis, elle est extrêmement libre, et à d'autres, je me dis, elle est extrêmement contrainte. Et je me demandais, voilà, comment vous situez par rapport à la place du réalisateur ou de la réalisatrice, votre place de chef-op. Et puis, vu que vous avez fait ce film avec les rushs, est-ce qu'il y a des fois, vous avez l'impression d'avoir été trahi par le montage et le travail de post-production? Parce que là, le besoin de faire ce film, peut-être, c'était justement de reprendre tout à fait une autre place. Tu as tout compris. Merci. Vraiment, merci pour le regard si fin. C'est ça, hein? J'étais très en conflit par rapport à ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Je souhaitais revoir les gens, questionner mes souvenirs des choses. Est-ce que j'avais raison et je pense, comme j'avais dit, j'avais besoin de faire ce film. J'avais comme un poids sur moi que tout ce que j'avais fait était pas justifié. Et puis, en fait, retourner et voir moi en train d'essayer de savoir quoi faire, ça me soignait un peu. Tu vois, que j'étais présent d'une manière engagée, toujours. Et j'ai fait plein d'erreurs et j'ai fait plein de choses que je questionne encore. Et aussi, j'avais des connexions avec des gens. J'ai eu de la joie avec des gens. On a rigolé. Et peut-être on doit montrer la scène avec la femme. On a d'une manière délibérée avec ce film, on a cherché pour moi, cherché de trouver la manière de montrer que j'étais là en train de penser. Parfois, c'est d'ajouter le son, etc. Mais parfois, j'ai ces moments d'intervention parce que, à cause de la pression du temps et argent, etc., souvent, on va direct dans le trauma des gens sans les traiter réellement des personnes qui sont entières, qui ne sont pas juste ce qu'ils ont vécu dans le moment le plus difficile de leur vie. Et cet extrait de la femme en Bosnie, je crois,
fait exemple de ça. Tout à fait, oui. Ouais. Dernier extrait qu'on a prévu. Dobro, mi vas ispitasmo nakih ovih pitanja, izvinite. Nema šta. Pa kažem ti ja ozbiljno, ti snimala, ne snimala. Nemoj nikog dirat, nećete niko dirat. I ovdje nek ja udarim to dijete, ono će mene umrsniti. Pa ja, bogat. Dolazili su i humanitarna se ovdje dijelila i sve živo. Nikad niko nije rekao, evo kad ti kažem istinu, mene malo alma. To je ljepota nad ljepote dijete. Nikad joj nijedan Srbina nije rekao u poštu ode, u Foču ode. U autobusu njihov ode u Sarajevo, na njihovoj stanci iziđe, ode na drugi autobus, tramvaj. Nikad niko. A Boga mi ko traži naći. Dobro, nemojte vi misliti da znam ja da nije lako o tome ni pričati. Pa ne. Nemam šta pričat. Ako ima nekih problema, ja znam. Me nema hi. Nisam imala. Da vi morate reći, mi shvatamo da vi ako nećete da kažete da ima problema, znamo zbog čega. Pa, tako da se ne skira. Ja i Boga mi nisam ni imala. Nisam, kad? Nema, to ne mora niko slagati. Da su od imala moja djeca problema. I s kim? Ni s kim. Inače, znali smo Srbine tudi zatvarat. Udar u krušku auto. Jednog pera, čača mu je umro pokoj mu duši. Juče je bila sahrana. Pijano. Mi njegu jednu sobu zatvorimo. Prenoći, hajde ujutru kući. I ništa nam nije. Boga mi. Niko. A more nas zasres ušu mi da smo kaki loša. Nije Boga. I want to change the subject and ask if she was always such a great dresser. Ne treba lagati. Kaže, ona hoće da vas pita nešto sasvim drugo. Kaže, jeste se uvijek tako fino oblačili, imali stila? Uvijek. Nikad. Jesam nosila suknju i haljinu dok sam bila kod baba. A nikad više ovako. Samo što imam običaj, samo ovako moram objesati. Ne mogu podvrat, guši me. Navikla i džaba. Kad umrem, nek samo ne materijale rasturi. Et elle m'a confié son secret, c'est de toujours mélanger plus que 2 motifs. 3 au minimum. Alors, je pratique ces conseils toujours. Tu veux faire un commentaire sur Il y avait encore une question, tout simplement pour dire ces moments où on pousse, et sa famille a vécu des choses vraiment terribles, et c'est clair, elle ne voulait pas en parler. Mais la traductrice elle est extraordinaire, elle connaît vraiment ce qui se passait pendant la guerre, elle est très fine, et c'était l'obligation de travail de pousser cette femme. Mais on était tous mal à l'aise et j'en pouvais plus. Et j'ai interrompu. Tu vois, et parfois, je fais des choses comme ça et c'est pas approprié du tout. Tu vois, le réalisateur est en train de créer un lien très intime, tendre, etc. Alors, parfois, ça, c'est une erreur de ma part. Mais c'est ça, on fait des erreurs en cherchant d'être des gens décents.
Et en même temps, tu décides de garder ces moments-là, c'est-à-dire même la scène précédente, de l'accouchement, faut que je change de batterie. On est toujours dans deux niveaux. Ouais. Il y a quelque chose d'une distance. À la fois, on est dans l'action avec toi, on fait corps avec toi pour le coup. Et puis il y a des moments où tu prends une distance par rapport à cette action qui en dit beaucoup sur ta place. Là, quand tu interromps la séquence, je pense que le réalisateur, peut-être, il a envie de t'étrangler. Ouais. Ça se peut. J'ai eu une pensée qui m'est venue à l'esprit en regardant ça. Documentaire et cette idée de genre. Ce que je vois dans ça, c'est que moi, je suis une personne qui savent travailler, qui sait faire de la cuisine, qui fait l'effort. Et il y a certaines personnes qui font du boulot, qui portent les choses, qui lavent la vaisselle. Et souvent, on sait qui c'est. Non, je sais pas. Et pas pour dire homme-femme, pour dire il y a des gens qui bossent, qui nettoient les choses sales, qui le font tous les jours. Et je regarde ça et je me dis, je suis une personne qui sait faire le travail de tous les jours. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je filme. Je raconte une histoire de mon fils qui a maintenant 11 ans. Et j'étais en train de travailler avec sa sœur et lui dit, je suis ennuyée, etc. Et je dis, écoute, on vient de finir de dîner, tu peux laver la vaisselle. Et il dit, ah, OK. Et il rentre dans la cuisine, il ressort avec une verre, il dit, je l'ai fait. Et moi, j'étais là. Il a 11 ans, tu vois. Et normalement, tout ce qu'il dit, je dis, je suis fière de toi, tu vois. Et je dis, hey, OK. Et après, il part et ma fille, elle dit, mais je crois qu'il est en train de bouder. Et je vais dans sa chambre, il est en larmes, il dit, c'est vraiment le premier verre que j'ai jamais lavé. Et je disais, ben normalement, je te dis que je suis fière de toi et tout, et je me rends compte que j'ai pas dit ça, mais le fait est que dans ce monde, il y a certains gens d'autres gens, imagine, ils vont faire la vaisselle pour eux. Et moi, je fais partie des gens qui a fait beaucoup de vaisselle dans ma vie. Alors, je suis humaine, je sais que je suis ta maman, mais je n'avais pas le courage de te dire « Bravo, tu as lavé une verre » parce que... Et après, je le quitte et quelques minutes plus tard, il rentre dans la cuisine, il fait toute la vaisselle. Mais le lendemain, il dit « Ouf, ça suffit, je ne le ferai plus jamais. » Non, mais finalement, tu es une experte en déconstruction. On a bien fait de te faire venir, Kirsten. Je crois qu'il y avait une question. Je ne sais plus où. J'ai vu une main se lever là-bas. Madame et monsieur. Oui, un complément d'une des questions précédentes. On voit dans les extraits une façon de filmer. Et on parle souvent du point de vue de l'auteur, c'est-à-dire du réalisateur. Et d'après ce que vous avez dit aussi, que vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous entendez bien. Donc, il doit y avoir une fusion dans cette façon de voir les choses. Dans les documentaires, très souvent d'aujourd'hui, on voit beaucoup, il y a une mise en scène un peu artificielle, chose qu'on ne voit pas dans les extraits qu'on a vus. Est-ce que vous travaillez un peu une mise en scène ou vous laissez faire à la situation, vous improvisez Ben, ça dépend de la coloration avec chaque réalisateur. Par exemple, avec Laura Poitras, quand on était en train de filmer pour le film Risk, ou peut-être c'est dans Citizenfour, je crois, on avait regardé le film La Conversation, pour penser comment mettre en scène les idées de surveillance. Et on a fait un zoom exprès en citant le zoom qui est dans ce film. Alors, parfois, tu as un réalisateur qui veut vraiment aller loin dans la mise en scène comme ça et imaginer comment on peut être dans des positions pour filmer de cette manière-là. Et ça demande beaucoup de préparation, tu vois, et le preneur de son était en bas et nous, on était dans un bâtiment en face, de l'autre côté, etc. Mais pour moi, toujours, je parle avec les réalisateurs,
quels sont les thèmes, quelles sont les métaphores, tu cherches à faire quoi. Tu vois, je me remplis de leurs idées et le plus souvent, le geste du réalisateur, c'est de créer la situation où je peux être là et filmer avec les gens, avec toutes ces idées dans ma tête. Et du coup, je vais, là, la surprise dans le visage de Rémi, le plan large. Et je suis en train de chercher toutes ces idées à la fois. Et quand ça arrive, je le vois, tu vois. Alors, c'est d'être vraiment préparé de la vouloir, les choses que le réalisateur imagine, espère, veut, et puis de le voir, le chercher pour ça dans le monde. Ouais. Mais je l'ai vécu, monsieur, puisque quand on a travaillé avec Kirsten, on filmait un écrivain new-yorkais qui traitait d'affaires des années 80, mais qui renvoyait à la guerre froide, dans un appartement new-yorkais d'aujourd'hui. Et Kirsten, on a eu une très brève conversation avant, je lui ai donné la couleur de la séquence que je souhaitais faire, et la séquence, elle est à l'image de mon film, grâce à qui? Grâce à Kirsten. Il n'a pas fallu échanger beaucoup pour que tout d'un coup, elle se saisisse du décor, du personnage, et me livrer une séquence quasiment clé en main, qui reflétait très exactement ce dont je rêvais. J'en profite pour te remercier en public. Merci. Merci. Non, mais c'est drôle. C'est vraiment une joie de parler avec un réalisateur qui a plein de désirs. Et du coup, tu peux chercher pour tous ces désirs, tu vois. Et Rémi me connaît. J'ai envie de sortir être près de vous, là, parce que c'est mon truc. Je veux être proche, tu vois, mais c'est seulement parce que les caméras sont là. Parce que d'habitude, ce que veut dire Kirsten, c'est qu'elle se balade dans la salle. Mais d'habitude, pour te poser les questions face à face. Je veux avoir cette expérience avec les gens, d'être proche, de bouger, de découvrir. Encore une question ? Oui, une question. En fait, je voulais vous demander, apparemment, vu la nature du travail du cinématographe, c'est un métier qui, plutôt du côté pratique, favorise les hommes. Parce que déjà, il a des nécessités physiques, parce que aussi c'est un... D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord... Non. C'est juste que le physique est l'excuse qu'ils ont utilisée depuis le début du cinéma pour dire qu'on ne peut pas filmer. Et c'est une excuse. On peut physiquement filmer, mais continue. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il favorise et non qu'il élimine. Ouais. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe d'ailleurs. Mais en fait, mettons le côté pratique de côté, sur le plan esthétique, sur le plan sensibilité, sur le côté regard. Est-ce que vous sentez que le regard de la femme en tant que cinématographe ajoute ou il est différent? Et est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez définir? OK, juste pour contextualiser, le cinéma, c'est un métier et aussi c'est une passion. Maintenant qu'il y a des caméras, n'importe qui peut aller filmer. Alors, on a tout cet spectre des choses. Et par exemple, je fais partie de la Société américaine des chefs-op. Il n'y a que 5% sont les femmes. Et ça, c'est parce qu'on a eu un système qui n'a pas eu une manière formelle d'aller contre la discrimination. Point. Tous ces mecs qui sont chefs-op, ils ont des assistants pour porter des caisses, on met des caméras sur les trépieds, blablabla, blablabla. C'est pas une question physique du tout. C'est des gens ont gardé leur pouvoir. Ils voulaient pas laisser entrer d'autres personnes. C'est, je crois, le pourcentage des personnes de couleur dans cette association, c'est style 4%. Alors, c'est des problèmes d'exclusion qui sont... ils sont fabriqués. On est exclu par les fabrications de le racisme, de le sexisme. On est exclu. Et après, c'est des copains qui travaillent avec des copains, qui sont plus confortables avec des copains, et ça n'en finit pas. Mais ça, c'est une chose. Après, je dirais, on a chacun nos manières de regarder le monde. Et comme je dis, je crois, parce que je suis femme et j'ai fait beaucoup de vaisselle, peut-être je vais filmer quelqu'un en train de faire la vaisselle.
parce que ça a de la valeur pour moi. Et chacun, on apporte, à cause du corps dans lequel on est, des sensibilités par rapport à notre vision des choses. Mais il y a parmi nous les gens qui ont vécu la violence très tôt dans nos vies. Et du coup, on peut voir quand les gens sont traumatisés. Moi, j'ai appris à voir ça en filmant beaucoup de gens qui ont vécu des choses terribles. Mais il y a d'autres personnes, la première fois ils prennent une caméra, ils savent ça déjà parce qu'ils l'ont vécu. Et tu peux être dans n'importe quel corps d'avoir vécu ça. Et il y a des gens ils ont un sens de l'absurde et cherchent l'absurde, tu vois. Mais il y a des choses qui vont avec le fait d'être dans un certain corps. Qui dit, et moi, je peux me voir à beaucoup d'âges différents. Je peux voir quand je faisais plaisir aux gens quand je rentrais dans un espace. Je vois un moment où je regarde que des enfants parce que moi, je me demandais est-ce que je veux avoir des enfants. Tu vois, il y a des phases différentes d'une vie de chaque personne, mais je dirais que je veux toujours voir les systèmes de pouvoir qui nous excluent et je veux toujours voir les différences d'où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu, dans quelle famille, de quel continent tu viens, etc. Mais si tu regardes une situation, tu dis, il n'y a que des gens comme ça dans la situation, tu dis, cette situation, elle est exclusionnaire. Boum. Nous, il n'y a pas une personne de couleur ici avec nous. Il y avait un moment où je disais, je ne participe plus dans les discussions avec plus de 2 personnes et il n'y a pas une personne de couleur. Et je vais reprendre ça, tu vois. C'est des trucs, il faut lutter pour ces trucs parce que ça ne se fait pas tout seul quand les systèmes ont été exclusionnaires. Même que je vous aime. Et nous aussi. Une dernière question. Une dernière question. Une avant-dernière question. Il y en aura une autre après. Ouais, je veux celui-là. Ouais. C'est moi en premier, ouais. Je me souviens d'être très content quand j'ai vu Camera Person il y a quelques années. Je me suis dit, super. Déjà parce que je cherchais des films sur le documentaire. Et j'ai vu récemment, la semaine dernière, j'ai vu un film qui s'appelle Sujet, dans lequel tu apparais, qui parle de gens qui apparaissent dans les documentaires. Et je me demandais toujours, est-ce que ce sera possible, est-ce que tu crois que c'est possible, en fait, de faire un documentaire sur la fabrication d'un documentaire? Il y en a déjà. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben, pour moi, Camera Person, c'est ça. Je crois qu'il y a plein de films comme ça. Mais je crois que chaque documentaire se fait d'une manière tellement différente qu'il faut un documentaire pour chaque documentaire. N'est-ce pas? Moi, je voudrais d'abord te remercier parce que tu as d'une très grande honnêteté dans tes réponses, en fait, et même dans les malaises qu'on peut ressentir face aux images que tu montres. Et tu as dit tout à l'heure, justement, d'abord, tu ne te déchausses jamais sur le réalisateur. Tu dis jamais, on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça. Tu les as fait, parfois tu ne le voulais pas, et c'est ça qui a continué à te travailler et à faire en sorte que tu as fait ce film, sans doute, parce qu'il y avait des images que tu as fait, mais dans un désaccord avec toi-même, même. Ou en tout cas dans une position, et tu parles, en fait, constamment pendant que tu parles, on voit combien ce positionnement non seulement est difficile, mais il est changeant. Il évolue tout le temps, il évolue avec le temps, il évolue avec le moment, il évolue avec la géopolitique aussi, et tout ce qui se passe. Et quand tu parles de faire des images et d'être devant la douleur des autres, et aujourd'hui,
que nous tous, on fait des images en continu, où on les consomme à travers Instagram et tout ça, et qu'on est tous les jours face à cette douleur et on ne sait pas quoi faire, en fait. Et je pense que c'est ça ce qui nous rend le plus... c'est cette fébrilité qu'on sent, ce désarroi où on est, était peut-être le tien aussi quand tu as fait ce film, ou quand tu as fait ces images. Et c'est ça, je crois que tu essayes d'exprimer aussi par rapport à maintenant, avoir cette conversation aujourd'hui et montrer ces images. Le désarroi dans lequel tu étais quand tu les as fait, c'est notre désarroi aujourd'hui, précisément aujourd'hui, en voyant certaines images de certains conflits, du conflit entre Israël et la Palestine, et beaucoup d'autres, le Congo et d'autres encore. Totalement. Et en fait, parfois, on se comporte d'une manière inconsciente, tu vois. Et vous m'avez dit quels extraits vous allez montrer, mais vous avez dit le bébé. Et j'ai pensé au bébé d'une manière joyeuse dans ma tête. Ma tête m'a protégée de ces images que je revois et que je connais dans mon cœur. Mais quelque part, je suis vraiment... ça a vraiment du sens, comme tu dis, qu'on est ici ensemble et que cette conversation est allée dans cette dimension grave et douloureuse, parce qu'on est dans ce moment. Et ce que je veux suggérer à nous tous, une provocation pour nous tous, je suis convaincue qu'on est dans une époque d'humanité qui n'ont jamais eu lieu. Et les guerres, oui, la violence, le viol, toutes ces choses ont toujours eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Mais moi, j'ai commencé à filmer avant que l'Internet existe, avant que les caméras existent. Et je peux vous dire que je suis un peu, comment dire, the canary in the coal mine. Marie? Canary in the coal mine. Le canari dans la mine, oui. Le canari dans la mine, parce que je filme depuis 30 ans. Tout le temps, j'ai les images. Mais nous tous, on est comme moi maintenant, depuis que l'Internet a commencé, que les gens commencent à filmer tout. Tu vois, dans mes 30 ans, j'ai filmé très peu de moments de vraie violence. Nous, on sait qu'il y a des centaines et des centaines d'images des vraies violences non filtrées du point de vue de l'enfant dans sa maison qui vient d'être bombé. On est en train de voir plus d'images qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Et notre impuissance, notre sensation d'impuissance est nouveau. Ça, c'est nouveau. On ne savait pas. On ne savait pas d'autres moments d'histoire, sauf si on était dans le conflit nous-mêmes. Hein? Alors, je veux penser ensemble par rapport à comment on gère ça émotionnellement, comme des êtres humains. Et non seulement ça, on a des machines qui vont nous filmer d'une autre manière. Cette caméra va... Je sais que vous êtes là et je vous aime et vous êtes en train de faire le zoom et tout, mais c'est différent de me zoomer à travers l'image que d'être une personne à côté de moi en train de respirer, en train de pleurer à côté de moi. Parce que c'est dans le corps, tu vois. Alors, j'aimerais bien qu'on pense tous à qu'est-ce que ça veut dire que nous, on est toujours dans nos corps, mais on est en train de voir des images des corps des autres. Et on a une certaine impuissance par rapport à ces images. Et il y en a trop. Et il y a trop d'injustice dans le monde. Il y a trop de violence dans le monde. Et on cherche quoi faire. Mais je crois qu'on est en train de vivre un expériment que l'humanité n'a jamais vécu. Et je crois qu'il faut que chacun de nous prenne soin par rapport à ce qu'on laisse entrer et qu'on imagine le temps, quelque part, de digérer, de rester avec certaines images, de ne pas aller d'une manière dissociée avec les images. Parce que j'ai filmé cette bébé il y a 20 ans et je suis toujours hantée par ça.
Il ne faut pas regarder 100 images dans une semaine qui ont ce niveau de force. Hein? Mais quoi faire? Je ne sais pas, j'ai pas des réponses, mais je veux qu'on dise ensemble qu'on est dans un autre moment d'histoire et les gens comme nous qui sont des gens qui filment, qui imaginent des films, on a une énorme expérience avec les différences entre les personnes et les images. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va communiquer ça à d'autres personnes qui ne filment pas? Et comment on va reconnaître aussi que tout le monde filme maintenant, hein? Mais peut-être qu'il y a aussi, et ça nous remet au cœur de nos métiers, Ouais. dans le documentaire, le temps long du documentaire, le regard que posent les autrices, les auteurs sur une réalité, c'est quelque chose qui effectivement, dont on a besoin à un moment donné, comme ça on a les images qui arrivent de manière très brutale et sans filtre. Enfin, Et puis la question du point de vue, parce que toutes ces images filmées tout le temps n'ont pas forcément de point de vue. Tu vois. Elles ont toujours un point de vue. Oui, mais Ils ont toujours point de vue, mais ils n'ont pas forcément le temps ou les ressources à digérer le sens des choses. Et ils n'ont pas non plus de distribution. Alors, de distribution. Il peut distribuer un clip super fort, hein, mais cette même personne qui a filmé le bombe qui vient dans leur maison, ils n'ont pas les ressources de créer un film où on a leur contexte, l'histoire de leur famille et la capacité de distribuer ça au monde. Et même nous, les réalisateurs et les chefs-op, qui ont eu ces opportunités, le capitalisme global, il veut des produits de nous. Il ne veut pas qu'on réfléchisse, qu'on cherche des manières différentes de faire face à la violence. Et il y a la pression qui vient de tous les côtés pour nous tous. Et nous qui ont un peu d'expérience, il faut qu'on pense différemment. Pour les gens qui sont jeunes, qui imaginent qu'est-ce que tu vas faire, il faut que tu fasses des choses différemment qu'on l'a fait. Il ne faut pas que tu oublies les luttes et les questionnements éthiques que a toujours accompagné le documentaire, mais on est dans des terrains complètement nouveaux, totalement nouveaux. On va devoir s'arrêter là. Il y a encore une question. Allez, la toute dernière. Ah, good. Merci. Merci beaucoup pour la sensitivité. Je trouve que c'est vraiment votre style. Je trouve c'est la caméra qui bouge, votre respiration qu'on entend, ou vos réactions très spontanées, et effectivement l'honnêteté aussi dans votre style, quoi, quand vous filmez. Et je pense que c'est ça qui, je pense qu'une caméra, ça peut distancier du réel, comme on en a parlé, mais votre style, c'est vraiment ça qui rapproche, quoi, je pense. Et donc j'ai une question, c'est quoi être courageuse avec une caméra? Ah, fabuleux la question. Et je dirais pas, c'est pas mon style. J'ai pas un style. J'essaie de travailler avec la mise en scène d'un réalisateur, d'accomplir quelque chose ensemble par rapport à l'histoire du cinéma, du documentaire, etc. Mais c'est présence. Et le courage émotionnel, on a tous de l'expérience avec ça, dans nos rapports directs avec les gens. Ce qui change quand tu as une caméra, c'est que tu amènes l'avenir dans le présent, tu amènes la mort dans le présent, tu amènes le pouvoir. Parce que toi qui filmes, tu vas prendre les images, tu vas décider, est-ce que je partage ces images avec la personne que j'ai filmée et on décide ensemble qu'est-ce qu'on fait, ou une autre manière de faire. Mais toi, tu as le temps avec toi. Alors, le courage avec une caméra, c'est le courage de se rendre compte que tu es en train d'occuper plusieurs niveaux de temps à la fois et plusieurs niveaux de pouvoir à la fois. Même que je suis la personne à côté de toi en train de pleurer,
Moi, je pars avec les images. Je te laisse là où tu vis. Je donne l'impression que je suis en solidarité totale et aussi j'ai plus de pouvoir que toi. Tu gardes toutes ces contradictions en toi et tu nies rien. Tu nies pas ta honte, tu nies pas tes faiblesses, tu nies pas tes sensations d'impuissance, tu nies pas ton ambition, ta joie, ton espoir pour changer les choses. Tu gardes tout. Tu ne caches pas ces choses de toi-même. Et c'est ça. C'est ça d'être courageux. Merci Kirsten, merci beaucoup. infiniment. Voilà, merci. Deux toutes petites informations. Alors c'est la maison du documentaire, la SCAM, mais on est au CNC en même temps. Et je voyais au fond de la salle, pour ceux que ces questions... la place des femmes dans le cinéma, Julie Bertuccelli, Jane Campion, La Femme Cinéma, coproduit par Arte, donc toujours visible peut-être sur le site, en tout cas dans certaines salles. Et puis Kirsten, on te retrouve mardi à la Fémis à 19h. Et le film est drôle. C'est une comédie. Kirsten enterre son père de son vivant. On peut dire ça comme ça, c'est bien pitché. Donc si vous voulez participer à ça, venez donc à la Fémis, mardi 12, faites-le savoir autour de vous. On aura une discussion sur la pratique de cinéma de Kirsten. Et le film de Kirsten, donc Dick Johnson is Dead, est toujours disponible sur Netflix aussi, pour ceux qui ne peuvent pas aller à la Fémis et peuvent le voir. Donc voilà. Merci. C'est à 19h. En fait, sur Netflix, 24h sur 24, et à la Fémis, 19h. Merci tout le monde. Mardi 12 décembre. Merci, ne bougez pas, parce qu'on va clore cette journée de très belle manière avec Tabitha Jackson qui va nous rejoindre ici. Tabitha Jackson a dirigé pendant plusieurs années le plus grand festival de cinéma indépendant américain. J'ai mis les mots dans le bon ordre. Documentaire et fiction, Sundance. Tabitha, on te laisse la place.